Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la 6e partie de cet épisode 219 du podcast Dunk Hebdo, comme vous le savez, consacré à la preview du premier tour des playoffs 2020. Allez, on continue, Madiane, j'ai déjà grillé qui était avec moi, mais Madiane, là, ça commence à devenir dur même pour moi, je t'avoue. Mais là, on a une bonne série qui nous attend entre Rockets et Thunder, mais bien sûr, je ne fais même pas une présentation en bonne et due forme. Déjà, bonjour Madiane pour commencer. Salut, ça va ? Ça va très bien, je te l'ai dit, la fatigue, on voit bien sur le début de l'intro, c'est un peu plus brouillon qu'au Milwaukee Orlando où tout était carré. Mais là, après, tous les deux, on avait fait un Raptors Nets qui était extrêmement compliqué. Hein. On va être honnête, qui était extrêmement compliqué à présenter. Là, on a devant nous un mastodonte, la série de Pierre. Honnêtement, c'est comme ça qu'on va l'appeler, je pense, la série Clairement. de Pierre. On en parlait en off, Madiane. Est-ce que tu penses qu'il va être heureux dans les deux cas ou déçu dans les deux cas? Il sera à la fois heureux pour l'équipe ou pour Westbrook et malheureux pour l'équipe ou pour Westbrook. Je pense qu'il y aura de tout. Ouais, c'est un peu un gloubi-boulga d'émotion pour Pierre. Pierre avec We Are Thunder qui a fait une longue preview. Alors, ce sera beaucoup plus en détail de que ce qu'on a fait. Il aura fait 1h40 sur cette série. Je vous avoue que si on aurait fait 8 fois 1h40, j'aurais probablement décédé de mon côté. Déjà que faire autant, c'est assez difficile de preview là. Faire 1h40 comme ils ont réussi à faire, c'est beaucoup trop pour nous. Mais si vous voulez une preview plus en détail, n'hésitez pas à aller les écouter. Nous, on va démarrer notre preview dans quelques instants. Avant ça, le rappel, comme à chaque épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podcast Addict, etc. Et puis bien sûr sur Twitter, un petit follow sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Nous, on marque la petite pause habituelle et on se retrouve dans Rockets, tête de série numéro 4, affronte le Thunder d'Oklahoma City, tête de série numéro 5. Les Rockets cette année et le Thunder ont terminé avec le même bilan, 44 victoires pour 28 défaites. Les Rockets, c'est la 6e attaque NBA et la 15e défense. Le Thunder, 7e attaque, oui, et 17e défense, 2-1 dans la saison pour le Thunder. Et oui, alors j'ai pas encore fini de faire toutes les fiches de mes previews, mais je crois que c'est la seule fois où la tête de série basse a gagné l'affrontement en saison régulière. C'est ce qui est déjà important, dont un match, le 3e match de cette série, où le Thunder était remonté d'un déficit de 17 points. Donc assez intéressant à noter. Comme à l'accoutumée, on débute par un petit retour sur l'équipe dans la bulle. Madiane, honneur aux Rockets. Alors Rockets, comment je pourrais résumer ça en une phrase? Je dirais grosse impression dans la bulle par séquence, le micro-ball mis en avant par D'Antoni, mais la grosse tuile Westbrook. Clairement, la très grosse tuile Westbrook, où on ne sait pas en fait, on n'a pas encore de calendrier de son retour avec son quadriceps qui visiblement ne lui permet pas pour l'instant de participer au premier match de sa série, sachant qu'en plus c'est des séries plutôt rapprochées qu'on va avoir dans la bulle. Il n'y aura pas de gros espaces entre les matchs, ça peut très vite lui faire manquer deux matchs, et ça pourrait faire plutôt mal aux Rockets. Au-delà de ça, les Rockets dans la bulle ont continué effectivement à dérouler leur micro-ball. Là où ils m'ont quelque part très inquiété, c'est sur la mire offensive. Clairement, ils ont mis des points, certes, mais leur offensive rating est quand même plutôt bas comparé à ce qu'on aurait pu s'attendre. Petite question, à ton avis, où est classé leur offensive rating dans la bulle ? Sur 22, j'ai un peu triché parce que j'ai beaucoup préparé certaines stats, mais celle-ci je l'ai pas vue, je dirais allez 14, 12. Ils sont dans les 3 et dans les 4 derniers. Ah ouais. Il y a que les Lakers, le Thunder et les Wizards. Il y a que les Lakers, le Thunder et les Wizards qui ont fait pire. Le Thunder, on y viendra après, mais en tout cas, les Rockets ont un offensive rating extrêmement bas comparé à ce qu'on aurait pu s'attendre. Et à l'inverse, finalement, ils ont beaucoup mieux défendu dans la bulle qu'à l'accoutumée. Donc, est-ce que c'est un effet d'échantillonnage sur les 8 affrontements qu'ils ont eu dans la bulle ? Il y a eu aussi pas mal d'expérimentation. Il y a eu des matchs où ils y sont allés en tongs, ok, donc ça peut expliquer aussi. Mais les voir à cette place-là, quand même, où ils sont dans les derniers de la bulle,
ça m'a un peu interpellé. Alors c'est ce que j'ai pu dire notamment sur la précédente preview. Si les auditeurs ont écouté la précédente preview, il y a eu aussi pas mal de shooters qui ont eu besoin de régler la mire en fait. Notamment, on en discutait par rapport aux repères du public. C'est-à-dire que c'est pas la même chose en fait de shooter quand t'as pas les mêmes repères derrière, quand tu vois pas le public derrière, quand t'as les espèces en fait t'as pas un stade en fait, t'es dans une espèce de salle un peu bizarre. Donc il y a aussi pas mal de shooters qui ont eu du mal à se repérer dans cette bulle et on peut se dire qu'il y a eu cet effet-là, certes. Néanmoins, ça reste inquiétant et que si cette équipe n'arrive pas à régler la mire très vite durant ces playoffs, ils vont faire face à de grandes difficultés. Le tout, t'as dit cette panne offensive, alors que d'un point de vue individuel, James Harden a fait un retour sur les parquets NBA, Tony Truant. Enfin, il est à quoi? Il est à plus de 30, presque, ouais, il est aux alentours des 35 points, il est au-dessus des 53% au tir, presque 9 passes. Enfin, il a été très fort, Harden. On va pas se mentir, c'est autour que ça a été un peu plus difficile. On va y revenir quand on fera la preview pure et dure, mais c'est aussi un résultat de l'absence de Westbrook qui pose des problèmes au niveau de déjà l'usage, les ballons que va recevoir un James Harden qui va peut-être être un peu trop omniprésent, et on sait que c'est un curseur qu'il faut savoir régler côté Rockets, et c'est un des problèmes de cette équipe ces dernières années. Quand on fait trop de James Harden, ça marche plus. C'est à ces moments-là qu'ils se sont tapés des murs en playoff. Et puis c'est aussi peut-être une adaptation à ce micro-ball qui a été mis en place. Faut pas oublier que le moment où on arrête la saison, ça fait que quelques semaines que cette version un peu extrême qu'a mis en place Mike D'Antoni, enfin ils ont pas eu le temps vraiment de les traîner. Donc on est encore peut-être sur une phase de rodage, on va y revenir. Côté Thunder, tu l'as dit, alors moi personnellement, avant de te donner la parole, j'étais un peu inquiet pour le Thunder parce que on était clairement sur une équipe qui avait fait mentir tous les pronostics, très belle histoire. Et j'avais très peur qu'en fait c'était un momentum et qu'il allait se casser la tête, que l'effectif de Billy Donovan allait se casser la tête une fois que la saison allait reprendre. Preuve que non, ils ont réussi à accrocher 5e strapontin. Assez impressionné par leur capacité, surtout de leurs jeunes joueurs, à se remettre dans la saison. Ça, franchement, j'y croyais pas. Et j'ai de plus en plus l'impression que ce dont parlait un Zach Lowe, le journaliste d'ESPN, devient vrai. Il faisait une comparaison entre cette équipe du Thunder et les Celtics. Si tu te souviens, les Celtics qui vont en 7 contre les Cavs. Oui. Les Cavs qui finissent par gagner grâce à LeBron et Jeff Green, ce bon vieux Jeff, qui nous avait mis 2-3 points à un moment. Et il faisait la comparaison entre deux équipes qui, du coup, se nourrissent en fait des paliers, des surprises qu'elles arrivent à enchaîner pour devenir des vraies surprises. Attention, je dis pas que le Thunder va aller en demi-finale, en finale de conf, parce que l'Ouest c'est pas l'Est, mais on a vraiment l'impression que cette année c'est une parenthèse enchantée, rien peut leur résister. Non, c'est ça, et clairement, il va falloir compter sur cette équipe d'OKC durant ces playoffs. Presque, je dirais que la surprise est passée. Je pense qu'il y a peu d'équipes qui vont pas les prendre au sérieux. Néanmoins, dans la bulle, alors ok, le bilan est de 4 victoires, 4 défaites, l'offensive rating est pas génial. Néanmoins, ils sont quand même 2e meilleure défense derrière Toronto. Et au-delà de ça, il y a eu des matchs expérimentaux, il y a eu des matchs où il n'y avait pas Schroeder, qui est extrêmement important pour leur effectif. C'est dingue de dire ça en 2020, mais Dennis Schroeder est très important pour l'effectif d'OKC. C'est l'une des très belles surprises de cette saison. Et du coup, malgré ça, finalement, le peu de matchs qu'ils ont joué tous ensemble, ils ont été très très forts. Donc le bilan ne représente pas forcément leur état de forme. Et moi, je pense qu'on va avoir une série très serrée. Beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer en début de saison. Si on se dit au début de saison, on va avoir une série Rockets OKC, on se dit tous ok, c'est un 1-8 ou un 2-7 et ils vont se faire dégommer, alors que non, pas du tout. Un massacre. Pas du tout. Et clairement, ça va être très intéressant à suivre. Et bien justement, la transition est parfaite. Madiane, on peut rentrer dans le cœur de cette série. Et on l'a mentionné, l'absence de Russell Westbrook pour une blessure au quadriceps. Alors on ne sait pas au moment où on enregistre, et bien personne ne sait, je pense, peut-être à part le joueur et encore,
combien de temps il sera absent. Ce qui est sûr, c'est qu'il va manquer minimum 1 voire 2 matchs, mais ensuite c'est un peu le flou. Je lisais un article de The Athletic du journaliste qui suit les Rockets pour The Athletic, dont j'oublie toujours le nom, ça fait rien, qui expliquait que en fait, et je l'avais déjà mentionné, la question de curseur se pose parce que Westbrook, dans le micro-ball proposé par D'Antoni, avait une fonction très intéressante, comme ce qu'il pouvait faire à OKC à l'époque. C'est lui qui prenait les rebonds et augmentait le tempo. Et on pouvait voir que quand Westbrook sort du terrain, le tempo mécaniquement, le tempo du côté des Rockets descend et on joue un peu plus d'Harden, le jeu est plus lent, etc. Et que, je crois qu'il y a quand même un lien avec ce dont tu parlais, c'est-à-dire une attaque un peu plus à la peine. C'est aussi parce qu'il y a moins ces paniers faciles en transition liés à Westbrook. D'où ma question, Madiane, comment les Rockets font pour se dépêtrer de ce Thunder à qui tout réussit sans Westbrook? Et c'est là où moi j'ai un peu peur pour eux, parce que nos amis du Thunder ont deux grands pivots bien costauds et bien lourds à jouer, en la personne de Steven Adams et Nerlens Noel, et à partir de là, moi, j'ai un peu du mal à les voir s'en sortir en fait au rebond, au moins dans les premiers matchs de la série, parce que Westbrook avait vraiment cette capacité à aller chercher des rebonds à la fois défensifs et offensifs, alors que tu n'as pas de pivot, pour justement soulager cet effet négatif du micro-ball. Et là, ils ont plus cet effet-là qui va fonctionner. Et là, j'avoue, j'ai du mal à voir ce qu'ils vont faire, parce que justement Chris Paul en fait exploite très bien les faiblesses d'un mauvais pivot, donc tu peux pas venir poser n'importe qui en fait dans la raquette en disant bon ça va le faire, il va m'attraper des rebonds, ça marchera pas. Et à partir de là, moi je pense que tu es obligé de continuer sur la tendance micro-ball à fond, en espérant peut-être que par le fait que toi, au moins offensivement, tu shootes de loin, pouvoir générer des rebonds longs qui seraient hors de portée de Steven Adams. Et pareil en défense, peut-être essayer de forcer des shoots un peu plus loin pour éviter d'avoir un Steven Adams qui sécurise ta raquette et qui te sort un 20-20 pendant la série. Alors, j'avais un petit peu les mêmes peurs que toi, mais en creusant les stats, puis en regardant, en lisant, en écoutant à droite à gauche, on voit quand même, et l'impression sur le terrain le laisse transpirer, le Thunder n'est plus l'équipe au rebond offensif, principalement rebond offensif, et globalement rebond qu'elle a pu être. Alors bien sûr, contre les Rockets qui jouent avec 100 joueurs au-dessus de 2-5, ça va être compliqué, et c'est sûr que c'est pas un secret de voir les Rockets derniers de la bulle au pourcentage de rebond. Mais en fait, quand on creuse cette stat, parce que si on s'arrête de base en voyant ça, on dit bon, ok, ils perdent la plupart du temps le bataille des rebonds, mais ils la perdent parce que en fait ils prennent aucun rebond offensif, ce qui est logique parce que t'as aucun joueur qui peut venir contrôler la raquette de l'autre côté. Par contre, au niveau des rebonds défensifs, grâce à ce système qui notamment laisse Westbrook se libérer pour prendre des rebonds, ils sont loin d'être ridicules les Rockets. Alors certes, encore une fois, ils se classent parmi les moins bonnes équipes, mais ils sont pas sous terre en fait, comme ce qu'on pouvait leur annoncer. Ensuite, par rapport à la défense globale des grands, il y avait un article très intéressant du blog de SB Nation des Rockets qui montrait qu'en fait, D'Antoni, quand il a mis en place le micro-ball, il avait quand même anticipé ces faiblesses-là, et il avait notamment, et il y avait des analyses du match contre les Lakers très intéressantes qui montraient que prise à deux systématique, où Jeff Green, ou les bons défenseurs au poste que sont Jeff Green, Covington, j'ai dit quand même bons défenseurs au poste, Jeff Green 2020 c'est incroyable, Covington, etc., qui force les autres joueurs à prendre des mauvais shoots. Enfin bref, je suis pas si inquiet que ça par rapport au rebond en fait. Je pense pas que Houston peut perdre la série sur les rebonds. Alors, je pense que les matchs où il y aura pas Westbrook, ça risque d'être un problème. Moi, je pense qu'au retour de Westbrook, c'est un aspect qui posera beaucoup moins de problèmes, et clairement, ils se sont adaptés. Moi, ce qui m'interroge, c'est la viabilité de ce système sans Westbrook. Parce que je trouve qu'il t'apporte quand même quelque chose de supplémentaire que personne d'autre ne peut faire, je pense, hormis lui. Moi, je pense que clairement, tu peux pas jouer le micro-ball sans un joueur aussi fort que lui et aussi dominant athlétiquement sur le terrain.
moi, ça me fait peur. Effectivement, à partir de son retour, j'aurai moins d'interrogations et je vois un peu moins Steven Adams faire un chantier rebond, surtout qu'il est pas connu non plus pour nous sortir à la Drummond des 20-20 quoi. Donc c'est pas le joueur dominant au rebond qui va t'attraper. Donc c'est vrai qu'à partir du retour de Westbrook, ce sera moins un facteur. Mais néanmoins, sur les premiers matchs, notamment les 2 premiers, même s'il revient, peut-être qu'il reviendra pas forcément à 100% et qu'il sera pas forcément convaincu, quoique c'est Westbrook, donc il est capable de revenir comme au premier jour dans cette série. Ça peut m'inquiéter en fait. C'est là où je dis attention parce que tu peux très vite paumer sur des détails. En fait, ces 2 premiers matchs, ou au moins un des 2. Si t'en perds qu'un sur 2, je pense que les Rockets s'y signent sans Westbrook. Parce que le problème sera si tu perds les 2, comment tu fais? C'est vrai, et peut-être pour un peu déplacer le débat, moi, une de mes grandes interrogations du côté Thunder, ça sera la capacité à défendre sur Harden, surtout dans les fins de match. Parce qu'on a vu, alors, c'est la grosse hype du côté... la fanbase du Thunder est très forte pour nous sortir des hypes périodiques sur tel ou tel joueur. Actuellement, c'est Lou Dort. Et... je comprends en fait parce qu'il a fait défensivement des grosses prestations. Le problème c'est qu'on sait que sur une fin de match, il sera pas sur le terrain et on sera probablement sur du Dennis Schroeder peut-être, sur si on joue avec ce 5, ce line-up avec 3 arrières, donc avec Shai Gilgeous-Alexander, Chris Paul et Schroeder. C'est possible, c'est fort probable d'imaginer qu'on va mettre du Schroeder sur du Harden. Et là, question. Est-ce que, même si on sait que j'ai un passif avec James Harden en playoff, j'ai un peu peur que sur ces fins de match-là, tu pèses beaucoup et tu perdes beaucoup si c'est une de tes solutions. André Robertson, on l'a vu contre Miami, joue de plus en plus, mais j'ai peur qu'en fait, il soit battu sur la puissance offensive sur des moments charnières des matchs en fait. Sur des moments où les Rockets vont être capables de mettre des points et vont pas être capables de mettre des points, comme tu l'as dit, Chris Paul pourra pas prendre... Enfin, il y a personne dans le 5 en face des Rockets où Chris Paul peut faire une ISO et le torturer. Donc, j'ai un peu peur de ça, moi. Ouais, clairement, et c'est ce qui me fait peur aussi, parce que justement, on va y venir, sur le segment bulle, l'attaque de Casey a été encore pire que celle des Rockets. Et là où celle des Rockets, moi je me dis, c'est sans doute un épiphénomène. Sur celle du Thunder, oui, c'est pas forcément c'est pas forcément représentatif parce qu'il y a eu aussi des games qu'ils ont jetés, etc. Ça, il n'y a pas de souci et je l'entends. Néanmoins, en termes de tendance lourde sur ta saison, c'est pas réputé pour être la meilleure attaque de la ligue. Si on prend toute la saison en compte, ils sont 17e. C'est pas une puissance de feu incroyable. Et attention, c'est-à-dire que offensivement, si jamais OKC commence à mettre dedans, et si tu peux pas les arrêter, il faut au moins répondre. Et malheureusement, Houston est le type d'attaque que tu peux pas forcément décider d'arrêter. C'est en fait l'ennemi offensif de Houston, c'est Houston offensivement. C'est-à-dire que leur réussite et leur échec ne dépend que d'eux et dépend pas tellement de l'équipe qui les défend. C'est un truc assez intéressant à noter sur cette équipe. C'est une équipe qui ne compte pas spécialement sur toi. Tu peux pas te dire je vais lockdown Houston. C'est quelque chose qui est très compliqué à se dire. Donc à partir de là, si jamais tu n'es incapable de les arrêter, il faut au moins pouvoir répondre. Et est-ce qu'ils seront capables de leur répondre dans les moments où les types prennent chaud? Ce sera extrêmement compliqué. C'est là où ça me fait peur. Là où ils pourraient peut-être répondre, ce serait sur du tempo, mais les moments où tu as du tempo dans ton jeu, c'est quand l'équipe en face rate, pas quand elle est en réussite. Tu peux pas relancer rapidement sur des réussites adverses. Et c'est là où ça me fait peur. C'est-à-dire que le moyen qu'ils ont avec un Dennis Schroeder qui irait, ou un Shai qui irait très très vite remonter la balle et essayer de récupérer des points faciles contre une défense pas en place, ça ne marche que si Houston rate ses tirs. Et le fait que Houston réussisse ou rate ses tirs, ça ne dépend pas de toi. Donc tu ne maîtrises pas en fait ce facteur-là. Donc ça va être très difficile, je pense, pour OKC à ce niveau-là.
Puis OKC, une équipe qui est jeune aussi. On va enchaîner et s'intéresser du côté du joueur à suivre, mais c'est pas un élément à sous-estimer. Du côté des Rockets, il y a quand même beaucoup de joueurs avec de la bouteille en playoff. Beaucoup de bouteilles. L'équipe du Thunder est extrêmement jeune, hein, pour la plupart du temps. Alors on me dira que Chris Paul et je pense que après cette saison, c'est indéniable. Chris Paul, ça infuse sur le reste de l'effectif. Steven Adams a du vécu. Dennis Schroeder en a aussi à sa hauteur, mais globalement, il y a des minutes importantes qui vont être données à des joueurs qui ont page blanche ou presque rien en playoff. Donc ça aussi, ça va compter. Joueur à suivre dans cette série. Je vais débuter avec toi, Madiane. Enfin, d'un côté, il y a que nous deux. Donc si c'est pas moi, c'est obligatoirement toi. Et mon joueur à suivre est Steven Adams. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit, en l'absence de Westbrook, c'est lui qui doit en fait forcer en fait les Rockets à s'occuper de lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses. Soit Steven Adams est ton facteur clé dans ce match, c'est-à-dire que Steven Adams est celui qui, en l'absence de Westbrook, fait en sorte que ça devienne un problème insoluble pour les Rockets, soit c'est lui qui te fait plonger, parce que si jamais on se rend compte très vite dans la série que Steven Adams est incapable de rester sur le terrain en présence de James Harden, là il y a gros danger. Problème. Si jamais Steven Adams se fait sortir du terrain par James Harden, soit en étant incapable de ne pas faire faute, soit en tout simplement se faisant torturer, parce que Chris Paul peut torturer personne côté Houston, mais par contre James Harden peut torturer les deux pivots d'OKC. Et il peut torturer toute l'équipe en fait en face. Ah, il peut faire très mal, hein, clairement. Mais ne serait-ce qu'un switch sur Chris Paul, je crois pas que Chris Paul est en état physique de défendre un James Harden, par exemple. Donc ça va être très compliqué. Il va falloir trouver des solutions. Et du coup, Steven Adams est vraiment pour moi le joueur à suivre, parce que si Steven Adams arrive à rester sur le terrain, ça peut sentir plutôt bon pour OKC. C'est-à-dire que s'il reste sur le terrain, c'est qu'il va poser des problèmes, c'est que tu ne peux pas le sortir en l'isolant du reste de l'équipe. Et du coup, à partir de là, ça va être plus difficile. Par contre, si jamais Steven Adams est obligé de ne pas être sur le terrain, à l'image d'un Rudy Gobert lorsqu'il y a eu les séries Houston Jazz, si jamais il sort du terrain, c'est fini. Hein. Le Jazz, à partir du moment où Rudy Gobert était obligé de sortir du terrain, tu savais que la série était terminée. Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir, Gobert sortait du terrain, tu savais que c'était fini. Là, c'est pareil. Si Adams est obligé de sortir du terrain, ça va être plus compliqué, je pense. Puis surtout, tu vois, Madiane, avant d'enchaîner, on parle beaucoup de ce micro-ball, on parle beaucoup de PJ Tucker, pivot, etc., d'Adams. C'est aussi la grosse problématique du côté des Rockets, c'est qu'ils sont tellement allés loin dans leur philosophie qu'ils n'ont aucune alternative. Ils ont pas de pivot dans leur effectif. Ah non. C'est-à-dire que si match 1-2, ils se prennent 25 rebonds d'Adams, ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Là où on peut se dire que le Thunder a cette capacité d'adaptation. Le Thunder, si Adam se fait rouler dessus, ils font moins jouer Adam. Mais ils jouent avec les trois meneurs, Gallinari, et puis c'est parti, quoi. Oui, voilà. Là où ça semble insoluble du côté des Rockets. De mon côté, le joueur que je vais aller suivre, alors je vais pas faire plaisir. Alan aurait dit PJ Tucker, un joueur qui commence à apprécier. Je vais dire Robert Covington quand même, parce que les Rockets, on l'a dit dans le live notamment, ça commence à être une équipe qui, pour certains, peut-être pas titre, mais pourrait faire du bruit à l'Ouest. Et alors on parle beaucoup de PJ Tucker, et c'est vrai avec son rôle important où le mec défend des pivots, mais Robert Covington, s'ils veulent faire du bruit à l'Ouest, il va devoir faire des playoffs comme il a jamais fait de sa vie. Parce que, honnêtement, ce qui l'attend ensuite, c'est très sérieux. Si jamais il venait à passer, va falloir jouer les deux équipes de Los Angeles et potentiellement Giannis, si tu vas aller au bout. Enfin, ce qui semble se dessiner. Donc c'est du très lourd. Donc à voir si Robert Covington, sur déjà cette série-là, arrive à être dominant face à une aile du côté d'OKC où il y a peut-être pas de superstar, mais il y a toujours des clients. Il y a jamais de moment faible, je dirais. Il y a toujours des joueurs, même si parfois, je l'ai dit, ils sont jeunes, ils sont expérimentés, ils sont un peu verts, il y aura toujours des joueurs à se coltiner, puis même parfois des Gallinari qui sont des profils assez compliqués à défendre. Donc Covington, si je voulais faire le hipster, et autrement Shai peut-être en mention, Shai parce que du côté d'OKC, on est assez fiers de ce joueur, donc à voir ce qu'ils peuvent donner sur des playoffs, puis à voir parce que s'il fait des bons playoffs, ça peut d'autant plus motiver
peut-être proposition de trade pour un Chris Paul cet été, etc. Madiane, il est l'heure du tant redouté pronostic. C'est une des 2-3 séries où c'est le plus dur, honnêtement. C'est une des 2-3 séries où c'est le plus dur. Qui gagne cette série entre les Rockets et le Thunder? Et je donne à la surprise générale un 4-2 OKC. Wow. Je pars sur un gros take. Je vais peut-être le regretter, peut-être qu'on le ressortira dans les meilleurs moments du podcast sur le pire take Madiane, possible. Je te dis, en playoff, j'ai été comme toi au début, j'ai essayé de trouver et maintenant je joue safe. Je joue vraiment le 4-4-2 à chaque fois. Non, je joue pas safe à cause du facteur Westbrook. Si Westbrook était en santé du début de la série, je la donnais aux Rockets. Là, je me dis, il y a 2 games potentiellement où il est pas là. Si ça part en 2-0, et ils vont prendre la série OKC. C'est ça que je me dis. Je vois. Et je suis en train de me dire que la montagne, ses oreilles saignent, safe game, jeu, 2 matchs et on la joue tranquille, on va dire ça comme ça. Donc 4-2 OKC. Ok, 4-2 OKC. Je vois, c'est marrant, on a toujours les réflexes de, malgré les résultats, malgré le contexte bulle, on a le réflexe de toujours donner la série qui s'arrête dans une... Enfin, tu vois, dans un environnement normal, elle se serait arrêtée, par exemple, à OKC, tu vois. Ouais, c'est vrai. On n'a pas encore le réflexe de se dire, bon, en fait, ça revient pratiquement au même. Je vais donner, c'est compliqué. J'avoue que c'est la seule fiche sur laquelle j'ai pas de résultats au moment où je parle. Je vais donner 4-2 Rockets. 4-2 Rockets parce que j'ai quand même peur d'un James Harden sévèrement énervé. J'ai peur que à un moment offensivement ça pêche du côté du Thunder. J'ai peur que s'ils se prennent des avalanches de 3 points, ils arrivent pas à tenir. Bref, j'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur que offensivement ça soit trop juste et alors il y a pas de solution pour garder James Harden, mais tu peux un peu le freiner ou l'embêter et j'ai peur qu'ils sont pas en capacité de le faire. Même si c'est à noter, OKC c'est une des équipes qui fait le moins de fautes de la NBA. Hein. C'est une équipe extrêmement disciplinée. Donc Harden n'aura peut-être pas les lancers francs qu'il espère, mais je donne ça à Houston quand même. Et bien du coup on va finir là-dessus. Alors c'est la première fois pour l'instant depuis qu'on pronostique qu'il y a une différence dans le résultat final entre les deux rédacteurs. Donc qui de moi ou de l'ambitieux Madiane de Madiane qui tente quand même un pronostic fou à la première. Je suis en train de me rappeler mes premiers playoffs, Madiane, à la tête du podcast. Qu'est-ce que j'avais pronostiqué? Je crois. C'est 2016. Donc je suis bon jusqu'à la finale. Je suis bon jusqu'à la finale en gros. Mais à la finale, je me tue parce que j'insiste sur Warriors jusqu'au match 7. Donc c'est pour ça où j'ai pas été bon. Et ben c'est là-dessus qu'on va finir cette émission, cette 6e partie de ce podcast en longueur qui va bientôt se finir demain, mardi, avec les 2 dernières previews. D'ici là, on vous souhaite une bonne première soirée de playoff pour ceux qui nous écoutent en ce lundi soir. Et puis on se retrouve dès demain pour la suite et la fin de cet épisode 219. Salut et à demain. Salut.